Voici le dernier moment de Yves Chaland, ce prodige du 9e art dont le destin fut brisé par une chute fatale. À seulement 33 ans, celui que l'on surnommait l'enfant sauvage de la ligne claire disparaissait brutalement, laissant derrière lui un univers graphique d'une élégance rare et un parfum d'inachevé. On raconte qu'avant ce terrible accident, Chaland travaillait sur un projet qui aurait pu bouleverser l'histoire de la bande dessinée européenne. Mais son dernier souffle fut pris par une tragédie absurde. Une chute d'un train en marche, une nuit sombre de 1990. Personne ne s'attendait à voir partir un talent si flamboyant, un artiste qui, en quelques années, avait marqué le paysage de la BD avec des œuvres comme Freddy Lombard, Le Jeune Albert ou encore Adolphus Clar. Ce n'était pas seulement un dessinateur, c'était un conteur visuel dont le style inspiré des maîtres de la ligne claire comme Hergé portait une touche d'ironie, de poésie et parfois d'ombre. Et c'est justement cette ombre qui semble planer sur ces derniers jours. Car il faut le dire, autour de sa mort plane un mystère presque romanesque. Était-ce un simple accident ou une succession d'événements tragiques liés à une vie menée à 100 à l'heure? Certains proches parlent d'un artiste trop intense, trop passionné, comme si la flamme de sa créativité l'avait consumé de l'intérieur. Dans les pages qu'il laissait inachevées, on retrouve des personnages figés dans un temps suspendu, comme si eux aussi avaient senti que leur créateur allait disparaître. Et c'est peut-être là le plus troublant. Chaland, dans ses œuvres, parlait souvent de destins brisés, de héros confrontés à des fins absurdes, comme une prémonition. Yves Chaland, né en 1957, dans une France encore marquée par la culture populaire d'après-guerre. Très tôt, il se passionne pour le dessin et la bande dessinée, une passion qui va vite dépasser le simple hobby pour devenir une véritable vocation. Ce jeune autodidacte, qui passait des heures à recopier les cases de Tintin ou Spirou, voyait déjà la BD comme un langage universel capable de raconter des histoires plus profondes qu'elles n'y paraissaient. Son enfance, passée dans un environnement modeste, nourrit son imaginaire de couleurs vives et d'anecdotes tirées de la vie réelle. À la fin des années 1970, le monde de la bande dessinée européenne est en pleine mutation. Le style dit de ligne claire est alors en perte de vitesse, relégué derrière les aventures plus modernes ou l'humour décalé. C'est dans ce contexte qu'apparaît Chaland, armé d'un talent exceptionnel et d'un sens du graphisme à la fois rétro et innovant. Avec Le Jeune Albert, il propose une vision ironique, presque cruelle, de l'enfance dans les rues de Bruxelles, une sorte de contrepoint à l'univers lisse d'Hergé. Son style, d'apparence simple, cache en réalité une richesse narrative et graphique qui séduit immédiatement les amateurs. À partir de 1981, Chaland se fait remarquer avec la série Freddy Lombard, co-créée avec Yann. Ce héros aventurier, un peu maladroit, évolue dans des récits à la fois nostalgiques et modernes, où les clins d'œil à l'âge d'or de la BD se mêlent à un ton légèrement désabusé. Chaland n'était pas seulement un dessinateur, il était un raconteur d'histoires visuelles, un artiste qui savait donner de la profondeur à ses personnages. Son trait précis et ses couleurs vives tranchent avec les tendances plus sombres de la BD des années 80, mais c'est précisément cette différence qui lui vaut un statut à part. Cependant, derrière ce succès, il y a aussi une tension permanente. Chaland est perfectionniste, presque obsessionnel. Il travaille sans relâche, parfois au point d'épuiser ses proches et lui-même. Ses collaborations avec des magazines comme Metal Hurlant ou À Suivre lui donnent une aura de génie du renouveau, mais le poussent aussi à se confronter à des exigences éditoriales parfois contradictoires. Ce monde de la bande dessinée, qui se veut libre et créatif, est en réalité un univers où les égos et les conflits internes ne manquent pas. Dans ce climat, Chaland se forge une réputation d'artiste à part. Certains critiques le trouvent trop audacieux, trop sarcastique, d'autres le considèrent comme l'héritier spirituel d'Hergé. Mais lui, souvent, semble distant par rapport à ces débats. Il veut raconter ses histoires à sa manière, sans compromis. C'est peu être cette volonté de rester fidèle à son univers qui l'isole, tout en nourrissant le mythe Chaland. Le thème central de sa vie, si l'on devait le résumer, pourrait se résumer ainsi. L'élan créatif face à la brutalité du destin. Il est ce dessinateur qui a su redonner un souffle à une esthétique presque oubliée, mais qui s'est heurté trop tôt à la fatalité. Et le scandale, ou plutôt le mystère, vient de la manière dont tout s'est terminé. Cette chute mortelle, survenue lors d'un banal voyage, est encore aujourd'hui racontée comme une scène de film noir, rapide, brutale, incompréhensible.
Il faut aussi parler de la culture de cette époque. Dans les années 80, la bande dessinée n'est pas encore reconnue comme un art sérieux. Chaland, avec son style élégant et narratif, contribue à changer cette perception. Il influence une génération entière d'artistes qui voient en lui une passerelle entre l'âge classique de la BD franco-belge et une modernité graphique plus audacieuse. Mais cette ascension fulgurante s'interrompt net en 1990 lorsque, lors d'un déplacement, il chute d'un train en marche et meurt presque instantanément. Ce drame, aussi brutal qu'absurde, marque un tournant dans l'histoire du 9e art. Beaucoup y voient la perte d'un visionnaire, d'un artiste, qui n'avait encore révélé qu'une partie de son immense potentiel. L'histoire d'Yves Chaland est une ascension fulgurante, marquée par un mélange fascinant d'audace, de nostalgie et de provocation. Tout commence véritablement à la fin des années 70, lorsqu'un jeune Chaland, à peine sorti de l'adolescence, attire l'attention des éditeurs grâce à son talent insolent. À 20 ans, il publie déjà dans des magazines comme Metal Hurlant, ce temple du dessin avant-gardiste fondé par Moebius et Druillet. Mais Chaland, contrairement à d'autres, choisit de ne pas suivre la tendance psychédélique ou futuriste de l'époque. Il retourne aux racines. Son style, inspiré par la pureté graphique d'Hergé et par l'humour de J.G., est à la fois rétro et résolument moderne. C'est ce décalage qui séduit. Très vite, Chaland devient une figure singulière, presque un poète graphique. Avec le jeune Albert, il raconte le quotidien grinçant d'un enfant impertinent dans les rues de Bruxelles. Le ton est acide, les dialogues tranchants, et le dessin d'une précision presque mathématique. Le succès est immédiat dans les cercles spécialisés, mais certains critiques sont choqués par la dureté de ses propos. Chaland ne cherche pas à plaire, il veut raconter la vérité, avec un humour parfois cruel, toujours élégant. Puis vient Freddy Lombard, sans doute son œuvre la plus emblématique. Freddy n'est pas un héros parfait. Il est maladroit, parfois cynique, mais toujours attachant. À travers ce personnage, Chaland rend hommage aux grandes épopées de la BD classique tout en les détournant subtilement. Chaque planche de Freddy Lombard est un chef-d'œuvre de composition. Le trait est net, les couleurs éclatantes, et chaque détail raconte une histoire. En 1981, avec la sortie de La Comète de Carthage, Chaland impose définitivement son style et s'inscrit dans la cour des grands. Pourtant, derrière cette réussite se cache un artiste tourmenté. Chaland est obsédé par l'idée de perfection. Il passe des heures sur une seule planche, traquant la moindre imperfection, repensant sans cesse la mise en scène de ses histoires. Ses proches se souviennent d'un homme à la fois brillant et exigeant, capable de passer de l'enthousiasme débordant à une mélancolie profonde. Il avait ce rapport viscéral au dessin, comme si chaque ligne tracée était une partie de lui-même. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les premières tensions. Le succès amène la reconnaissance, mais aussi la pression. Les éditeurs attendent plus, toujours plus vite. Chaland, lui, refuse les compromis. Certaines collaborations se terminent dans l'amertume, notamment lorsque les délais imposés par l'industrie viennent heurter son perfectionnisme. Derrière le génie, il y a un homme fragile, parfois en colère contre un système qui ne comprend pas son approche artistique. Au milieu des années 80, il commence à explorer de nouveaux projets. Des collaborations plus audacieuses, mais aussi des contrats avec de grandes marques, comme une campagne publicitaire pour Yoplait ou des projets avec Okapi. Ces illustrations séduisent un public plus large, mais une partie de la critique l'accuse de se vendre. Chaland encaisse, mais en silence. Il est avant tout un créateur, et l'idée de s'enfermer dans une étiquette l'effraie, puis survient un tournant dramatique. En 1990, alors qu'il n'a que 33 ans, Yves Chaland est en pleine effervescence créative. Il travaille sur de nouvelles histoires, esquisse des idées pour un Freddy Lombard plus sombre et plus mature, mais la vie lui joue un coup cruel. Lors d'un voyage en train, dans des circonstances encore floues, il chute d'un wagon en marche. L'impact est fatal. L'annonce de sa mort, le 18 juillet 1990, fait l'effet d'une bombe dans le monde de la bande dessinée. Comment un artiste si jeune, si brillant, pouvait-il disparaître aussi brutalement ? La version officielle parle d'un accident. Certains proches évoquent une imprudence ou un instant d'inattention. D'autres, plus mystérieux, murmurent que Chaland vivait une période de tension personnelle, entre épuisement et pression professionnelle. Le débat ne sera jamais tranché, mais cette mort soudaine donne à sa légende une dimension presque mythique. Comme si, à l'image de ses personnages, il était destiné à vivre intensément et à partir trop tôt.
L'impact de sa disparition est immense. Les fans dévastés se ruent sur ses albums qui deviennent des pièces de collection. Les critiques saluent son héritage, reconnaissant en lui l'un des derniers grands représentants de la ligne claire. Mais au-delà des éloges, il reste ce sentiment d'inachevé, cette question lancinante. Que serait devenue la BD européenne si Chaland avait eu le temps de continuer à créer? Rappelez-vous ce que vous avez vécu en découvrant les albums de Chaland, ce mélange de nostalgie, de couleurs éclatantes et de cynisme élégant. C'est ce même contraste entre beauté et ombre qui imprègne la fin de sa vie. Le 18 juillet 1990, Yves Chaland perd la vie dans des circonstances qui laissent place aux doutes et aux rumeurs. Officiellement, il aurait fait une chute d'un train en marche, une simple tragédie accidentelle. Mais comme souvent lorsque le génie disparaît trop tôt, les zones d'ombre se multiplient. Dès l'annonce de sa mort, les médias parlent d'un accident insensé. Chaland rentrait d'un déplacement, peut être fatigué, peut être distrait. Certains proches évoquent une porte de wagon mal fermée. D'autres insinuent que ce voyage était un moment de tension pour l'artiste, qui traversait une période de fatigue extrême. Des amis racontent qu'il travaillait jusqu'à l'épuisement, incapable de ralentir son rythme créatif. Était-ce un simple malheur ou le reflet d'un esprit en conflit permanent avec lui-même? Une citation de son ami et scénariste Yann résume bien cette complexité. Chaland vivait à 100 à l'heure. Il dessinait comme s'il n'avait pas le temps, comme si chaque case pouvait être la dernière. Il faut comprendre que Chaland, derrière son humour subtil et son style impeccable, était un homme d'une sensibilité rare. On dit qu'il craignait l'échec, qu'il doutait parfois de son propre talent malgré les éloges. Ses carnets, retrouvés après sa mort, contiennent des esquisses bouleversantes, des fragments de dialogue et de pensée où transparaît une certaine mélancolie. Les rumeurs, elles, n'ont fait qu'enfler. Certains fans ont imaginé des scénarios presque romanesques. Une dispute avant le voyage, une nuit agitée, voire une perte volontaire de contrôle. Rien ne prouve ces théories, mais elles nourrissent cette image d'artiste maudit, d'âme brûlante happée par le destin. En coulisses, ces derniers mois furent pourtant intenses en projets et en ambition. Chaland travaillait sur des planches qui auraient marqué un tournant dans sa carrière. Il voulait explorer des récits plus sombres, être influencé par sa propre vie intérieure. Il confiait à un ami qu'il rêvait de bousculer le cadre, de créer quelque chose de jamais vu. Ses albums, comme Vacances à Budapest ou Cœur d'acier, semblaient annoncer ce virage artistique. La réaction du public après sa mort fut poignante. Les librairies virent les albums de Freddie Lombard s'arracher en quelques jours. Les critiques saluèrent unanimement son héritage, certains allant jusqu'à dire qu'il aurait été le Moebius de la ligne claire, s'il avait vécu plus longtemps. Un hommage lui fut rendu au Festival d'Angoulême l'année suivante, où ses dessins furent exposés comme des reliques d'un maître disparu trop tôt. Pourtant, derrière ces hommages se cache une vérité plus amère. La bande dessinée venait de perdre l'un de ses plus grands visionnaires, un homme qui avait réussi à faire le pont entre le classicisme et la modernité. Chaland était un précurseur, et sa mort a laissé un vide que peu ont réussi à combler. Sa femme, Isabelle Baumnet-Johannet, elle-même illustratrice, témoigna plus tard. Yves était un homme de contraste. Il avait une joie de vivre immense, mais aussi des angoisses silencieuses. Sa mort n'a pas seulement été un accident, elle a été le reflet d'une vie vécue avec une intensité folle. Le mythe Chaland s'est cristallisé autour de cette idée. L'homme qui dessinait comme un funambule, sur un fil tendu entre lumière et abîme. Chaque trait, chaque couleur semblait contenir une énergie unique, comme s'il savait inconsciemment que le temps lui était compté. Aujourd'hui encore, les fans continuent de scruter les dernières cases qu'il a dessinées, à la recherche de signes, d'indices. Dans certaines planches, on croit voir des clins d'œil presque prophétiques, des personnages sur le bord du vide, des regards perdus dans un horizon indéfini. Était-ce un hasard? Peut être. Ou peut être que Chaland, à travers son art, parlait déjà de cette chute, de cette fin qu'il pressentait sans le savoir. Yves Chaland n'était pas seulement un dessinateur de talent, il était une véritable énigme. Son œuvre, bien que courte, est aujourd'hui étudiée avec la même révérence que celle des grands maîtres de la bande dessinée franco-belge. Il a réussi à créer un univers visuel immédiatement reconnaissable, à mi-chemin entre hommage et subversion.
Dans ces albums, les héros ne sont pas parfaits. Ils ont des failles, des faiblesses, des moments d'ironie cruelle. Et c'est sans doute ce mélange de nostalgie et de modernité qui fait que Chaland continue de fasciner. D'un point de vue artistique, il a donné un second souffle à la ligne claire, cette esthétique popularisée par Hergé et Jacobs. Mais là où les grands classiques racontaient des aventures héroïques et presque idéalisées, Chaland injectait une dose de cynisme, parfois de mélancolie. Freddy Lombard n'est pas Tintin, il est un personnage faillible, parfois égoïste, souvent maladroit. Cette vision plus humaine, plus crue a permis de moderniser un style graphique que l'on croyait figé dans le passé. Le mythe Chaland s'est aussi nourri de sa mort brutale. Un artiste qui disparaît au sommet de son talent devient souvent une figure mythique. Mais, dans son cas, il y a aussi la sensation que son œuvre annonçait cette tragédie. Ces histoires, souvent teintées d'un humour noir, semblent aujourd'hui comme des avertissements, des récits d'un auteur qui savait, au fond, que rien n'est jamais éternel. La chaîne que nous représentons voit en Chaland un exemple de ce que l'art peut produire lorsqu'il est affranchi de la peur du temps. Dans ses dernières planches, on perçoit un créateur qui osait tout, quitte à choquer. Ce courage artistique, cette volonté de ne jamais se répéter et peut être ce qui manque parfois à la BD contemporaine. Et puis il y a les secrets, ceux que l'on devine dans ses carnets de croquis, dans ses projets inachevés, dans les conversations rapportées par ses proches. Chaland était un homme complexe, parfois difficile à cerner, mais toujours animé par une énergie créatrice incroyable. Certains éditeurs ont raconté qu'il pouvait détruire une planche entière la veille de la remise parce qu'elle ne lui parlait plus. Ce perfectionnisme à la limite de l'obsession est une facette qui rend son héritage encore plus impressionnant. Nous, en tant que chaîne, ne voyons pas seulement Chaland comme un artiste fauché en plein vol, mais comme un précurseur. Sans lui, il est probable que la BD franco-belge aurait mis plus de temps à renouer avec ses racines graphiques, tout en s'ouvrant à de nouvelles narrations. Son influence est visible chez des auteurs contemporains comme Serge Clair, François Avril ou encore Dupuis, Berberian. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Chaland aurait changé la bande dessinée s'il avait vécu? Ou est-ce précisément ce destin brisé qui a forgé sa légende? Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. Yves Chaland, avec ses lignes pures et ses couleurs franches, a su capturer une époque, une atmosphère, une émotion. Ces personnages semblaient tout droit, sortis d'un monde figé entre innocence et ironie, entre aventure et désillusion. Aujourd'hui, alors que plus de 30 ans se sont écoulés depuis sa disparition, son œuvre continue de rayonner comme une étoile éteinte, dont la lumière brille encore dans le ciel de la bande dessinée. Ce qui reste de Chaland, ce sont ses albums aux couvertures éclatantes, ses héros atypiques et ses univers faussement naïfs. Mais ce qui marque le plus, c'est cette impression qu'il nous parle encore, à travers chaque planche, chaque bulle, chaque silence. Ces histoires ne sont pas seulement des récits d'aventure, elles sont des fragments d'âme, des échos d'un homme qui voyait le monde avec un mélange d'humour et de lucidité. Sa mort tragique, à l'âge où d'autres commencent seulement à explorer leur potentiel, a transformé Chaland en figure mythique. Et pourtant, on sent que même s'il avait eu 100 ans, il serait resté ce jeune artiste intrépide, amoureux du dessin et des histoires. Son héritage n'est pas seulement dans ce qu'il a fait, mais dans ce qu'il aurait pu faire. Pour beaucoup, ouvrir un album de Chaland, c'est retrouver une part d'enfance, mais aussi ressentir un pincement de mélancolie. Car derrière les sourires de ces personnages, il y a souvent une ombre, une vérité sur la fragilité de la vie. Peut être là le vrai secret de Chaland, nous rappeler que rien n'est éternel, mais que l'art, lui, survit à tout. Aujourd'hui, les nouvelles générations découvrent encore Freddy Lombard ou le jeune Albert, comme si ces albums venaient de paraître. Et c'est là que réside la vraie victoire de Chaland. Avoir créé quelque chose d'intemporel. Yves Chaland n'est plus là, mais ses traits, eux, continuent de vivre. Et à travers eux, nous nous souvenons d'un artiste qui a su faire du dessin un langage universel, vibrant d'humanité,